Je suis rentré chez moi avec 2 heures d'avance. D'ordinaire, le mercredi, je restais au bureau jusqu'à 21 heures, occupé à analyser les rapports hebdomadaires et à planifier la stratégie de la semaine suivante. Mais ce jour-là, tout s'est déroulé plus vite que prévu. Le contrat, sur lequel je travaillais depuis 3 mois, venait enfin d'être conclu. Les signatures étaient posées, le virement effectué, et les partenaires étaient pleinement satisfaits. J'ai ressenti un élan de joie, ce sentiment rare de victoire, que l'on souhaite partager immédiatement avec l'être le plus cher. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une pâtisserie renommée de la rue de Rivoli. Anna adorait leurs macarons, ces petites douceurs délicates, parfumées à la framboise et à la pistache. La vendeuse a préparé un coffret, puis l'a noué avec un ruban élégant. À cet instant, je me suis senti comme un jeune amoureux transi, exactement comme 10 ans plus tôt, lorsque je l'avais demandé en mariage sur le toit de notre premier studio d'étudiants. J'ai acheté des fleurs près de la station de métro, des pivoines blanches, ses préférées. La fleuriste m'a assuré qu'elles arrivaient tout juste du marché, fraîches et très parfumées. Je m'imaginais le sourire d'Anna, sa façon de m'enlacer, et notre plaisir partagé en ouvrant une bonne bouteille pour fêter mon succès. Peut-être allions-nous enfin parler d'avoir des enfants, ce sujet que nous repoussions depuis 2 ans, en évoquant le travail, l'instabilité, et 1000 autres prétextes qui me paraissaient désormais dérisoires. 10 ans de mariage. 10 années, pendant lesquelles j'avais bâti notre vie, pierre par pierre. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine, afin que nous puissions vivre dans la maison qu'Anna avait choisie, conduire la voiture qui lui plaisait, et partir dans les stations balnéaires dont elle rêvait. Je ne ménageais ni mon temps, ni mes efforts. Elle était mon monde, le centre autour duquel tout le reste gravitait. Quand je suis arrivé devant notre villa, une belle demeure dotée de grandes baies vitrées et d'un jardin soigneusement entretenu, il était environ 19 heures. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'était la soirée idéale, pour un moment parfait. Je me suis garé, j'ai pris les fleurs ainsi que les macarons, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Dès le perron, j'ai entendu de la musique, un morceau de jazz léger. Anna aimait mettre du jazz lorsqu'elle cuisinait, ou lorsqu'elle se détendait simplement avec un verre de vin. J'ai souri. Peut-être avait-elle déjà dressé la table, en m'attendant. Mais soudain, j'ai entendu un rire. Son rire. Je me suis arrêté, attentif. C'était ce rire si particulier, léger, cristallin, empreint de joie. Ce même rire qu'elle avait au début de notre relation, quand nous nous promenions la nuit en ville, et que nous parlions de tout et de rien. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu rire ainsi avec moi. Quand cela avait-il cessé? Il y a 1 an? 2 ans? J'ai inséré la clé dans la serrure, puis j'ai ouvert la porte. La musique s'est faite plus forte, et des voix provenaient du salon. Sa voix à elle, et celle d'un homme, grave, assuré, inconnu. J'ai avancé dans le couloir, en tenant toujours mes fleurs et le coffret de macarons. Mon cœur battait régulièrement, de manière presque calme. Je me suis dit qu'il s'agissait sans doute d'un collègue, ou d'un ami de la famille, même si, à vrai dire, nous ne fréquentions plus personne d'aussi près depuis longtemps. La porte du salon était entr'ouverte. Je l'épouche légèrement, puis je suis resté figé. Sur le canapé, notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble dans ce showroom italien, en débattant de la couleur du tissu et de la fermeté des coussins, Anna était assise. Elle portait une robe légère, que je ne lui connaissais pas. Ses cheveux étaient détachés, son maquillage impeccable. Elle semblait heureuse. À ses côtés, un homme d'une trentaine d'années était installé, vêtu d'un costume bleu nuit élégant, la veste ouverte, sans cravate. Les boutons de manchette brillaient sous la lumière de la lampe de table. Sa main reposait sur le genou de ma femme, avec désinvolture, d'un air propriétaire, comme s'il avait fait ce geste 1000 fois. Sur la table basse, 2 verres de vin rouge étaient posés. Mon vin. Une bouteille de Barolo, que j'avais rapportée d'Italie l'été dernier, et que je gardais pour notre anniversaire. Anna a tourné la tête, et m'a aperçu. Le sourire s'est lentement effacé de son visage, laissant place à une expression de terreur, ses yeux écarquillés. Elle a retiré brusquement sa main du verre, comme s'il était devenu brûlant. L'homme, lui, ne s'est même pas levé. Il s'est tourné vers moi, m'a jaugé du regard, puis s'est adossé au canapé, en croisant les jambes. Un léger sourire moqueur flottait sur ses lèvres.
Max, c'est, a commencé Anna, en se levant précipitamment du canapé, ce n'est pas ce que tu penses. Sa voix tremblait, les mots sortaient rapidement, de manière incohérente. C'est Maxime, nous travaillons ensemble. Il est juste passé pour discuter d'un projet. Nous. Je la regardais, observant son visage apeuré, son rouge à lèvres légèrement étalé au coin de la bouche, et la façon nerveuse dont elle réajustait sa robe. Je fixais aussi Maxime, qui restait assis sur mon canapé, buvant mon vin, et me regardant avec un mépris à peine dissimulé. Quelque chose s'est brisé en moi, sans fracas, sans douleur, simplement comme un déclic silencieux. J'ai posé les fleurs et les macarons sur la console près de l'entrée, ces symboles de ma joie naïve, de ma foi stupide en notre bonheur. Sans dire un mot, je me suis retourné, puis j'ai marché vers la sortie. Max. Max, attends. Anna a couru derrière moi, attrapant mon bras. Je me suis arrêté, j'ai regardé ses doigts sur mon poignet, puis son visage. Elle pleurait. De vraies larmes coulaient sur ses joues, étalant son mascara. Pardonne-moi, murmurait-elle. Pardonne-moi, je t'en prie, cela ne veut rien dire. Je t'aime. C'est une erreur. J'ai délicatement retiré sa main. Sans brutalité, simplement, puis je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'apercevais Anna sur le perron, se tenant les bras. Je ne ressentais ni colère, ni douleur. Il n'y avait qu'un vide intérieur, un vide froid, absolu. Et dans ce vide, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme, quelque chose de calculateur, et d'implacable. À cet instant précis, l'homme que j'avais été pendant 10 ans est mort, et celui que je devenais ne connaissait plus la pitié. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas crié, je n'ai demandé aucune explication. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner calmement, puis je me suis rendu chez mon avocat. Ensuite, j'ai rencontré une détective privée. Anna n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait en coulisses de sa vie paisible. J'ai passé les 3 premiers jours dans un hôtel de standing, offrant une vue magnifique sur la Seine. J'avais prétexté un déplacement professionnel auprès d'Anna. Elle n'a même pas cherché à discuter, ni à demander des précisions. Le soulagement dans sa voix était bien trop flagrant. Il lui fallait du temps pour le revoir, et pour tisser sa toile de mensonges encore plus fermement. De mon côté, j'ai utilisé ce temps précieux d'une toute autre manière. Maître Laurent, mon avocat, était un homme cynique de plus de 60 ans, qui avait tout vu dans sa carrière. Lorsque je suis entré dans son cabinet pour lui exposer la situation, il n'a pas sourcillé. Une histoire classique, a-t-il déclaré, en se servant un café. Mais quand je lui ai expliqué ce que je voulais réellement, une lueur d'intérêt professionnel s'est allumée dans ses yeux. Vous ne voulez pas seulement divorcer, a-t-il précisé. Vous voulez qu'elle parte les mains vides. Exactement, ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis a ouvert son agenda. Il me faudra un tableau financier complet. Chaque compte, chaque actif, chaque document. Et j'aurai besoin de preuves irréfutables. Le détective privé recommandé par Maître Laurent était une femme, Irène, une ancienne policière reconvertie dans le secteur privé. Elle a accepté la compte, m'assurant qu'en une semaine, j'aurais tout ce qu'il fallait. Elle n'a pas menti. 7 jours plus tard, j'étais assis dans son bureau, observant le dossier posé devant moi. Des dizaines de photographies s'y trouvaient. Anna et Maxime dans un café, dans sa voiture, sur le parking d'un centre commercial, s'embrassant comme si le monde autour n'existait pas. Des vidéos de surveillance devant son appartement montraient également Anna entrant le soir, et ressortant le lendemain matin. Cependant, le plus précieux résidait dans la copie des messages. Irène avait réussi à accéder au stockage en ligne du téléphone d'Anna. En lisant les échanges, je sentais un calme glacial m'envahir. Il est tellement rabat-joie, tu n'imagines pas, écrivait Anna à Maxime. Toujours au travail, toujours sérieux. Avec toi, je me sens enfin vivre. Patientons encore un peu, répondait Maxime. Après le divorce, ce sera la belle vie. Son entreprise marche très bien, tu en obtiendras la moitié au tribunal. Il ne se doute de rien, ajoutait-elle. Il pense que je suis sa femme aimante. Quel idiot.
J'ai refermé le dossier. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur battait à un rythme régulier. Je n'éprouvais plus aucune douleur, seulement une clarté froide et limpide. L'étape suivante consistait à dresser l'inventaire des actifs. Notre villa, située dans un quartier prisé, avait été achetée avec mes propres deniers 2 ans avant le mariage, et enregistrée à mon nom seul. La voiture d'Anna, offerte pour notre anniversaire, m'appartenait légalement, elle n'étant qu'assurée en tant que conductrice secondaire. Mon entreprise de services informatiques, créée durant mes études et développée jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires important, avait elle aussi été immatriculée bien avant notre union. Il n'y avait pratiquement aucun bien commun, hormis quelques meubles, de l'électroménager, et ses bijoux. Nous n'avions pas signé de contrat de mariage particulier, restant sous le régime de la séparation de fait pour les biens antérieurs. La procédure judiciaire a duré 3 mois. 3 longs mois, durant lesquels j'ai observé méthodiquement le monde d'Anna s'effondrer. Chaque audience agissait comme un coup de masse supplémentaire sur l'édifice fragile de ses illusions. Lors de la première séance, elle est arrivée sur d'elle, arborant une attitude hautaine. Elle portait un costume élégant, celui-là même que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable. À ses côtés se tenait son avocat, un jeune homme ambitieux, qui lui avait visiblement promis la lune. Elle me regardait avec un léger mépris, comme si je n'étais qu'un obstacle gênant sur la route de son avenir radieux. Son avocat a attaqué agressivement, réclamant la moitié de tout, la maison, l'entreprise, et les économies. Il a invoqué la communauté de biens, les années de mariage, ainsi que la contribution d'Anna à notre foyer. Le juge écoutait attentivement, en prenant des notes. Puis Maître Laurent s'est levé. Il restait très calme, presque neutre dans sa démarche. Il a sorti le premier document. Titre de propriété de la villa. Date d'acquisition, 2 ans avant le mariage. Nom du propriétaire, mon client, exclusivement. Il a ensuite présenté les relevés bancaires, prouvant que tous les remboursements du crédit provenaient du compte personnel de mon client, ouvert antérieurement au mariage. Conformément aux dispositions du Code civil sur les biens propres, a déclaré Maître Laurent d'un ton parfaitement posé, les biens possédés avant le mariage restent la propriété exclusive de chaque époux. Le visage de l'avocat d'Anna s'est décomposé. Elle s'est penchée vers lui, chuchotant rapidement. Il a hoché la tête, tentant de garder une contenance. La voiture, a poursuivi Maître Laurent. Voici la carte grise. Le propriétaire est mon client. Madame est simplement inscrite sur le contrat d'assurance. Rien de plus. Concernant l'entreprise informatique. L'immatriculation remonte à 5 ans avant le mariage. Tous les bilans comptables démontrent qu'il s'agit d'un projet personnel, dans lequel Madame n'a jamais investi, ni travaillé. À chaque pièce versée au dossier, Anna pâlissait davantage. Ses certitudes fondaient comme de la neige au soleil. La deuxième audience a été consacrée aux preuves d'infidélité. Maître Laurent a pris tout son temps, étalant les photographies une à une. Anna et Maxime au restaurant, leurs mains enlacées. Anna et Maxime embrassés près du véhicule. Anna entrant chez lui le soir, puis en ressortant le lendemain matin avec la même tenue. Les dates, les horaires, la géolocalisation, tout était consigné avec une rigueur digne d'une expertise judiciaire. Anna gardait la tête baissée. Son conseil a tenté d'invoquer le respect de la vie privée, mais le juge est resté inflexible, les preuves avaient été collectées en toute légalité par une agence agréée. Puis, mon avocat a lu les messages. Sa voix claire résonnait dans la salle d'audience. Il est tellement rabat-joie. Avec toi, je me sens enfin vivre. Patientons encore un peu. Tu en obtiendras la moitié. Il pense que je suis sa femme aimante. Quel idiot. Anna a fondu en larmes. Son avocat a posé une main sur son épaule pour la réconforter, mais le mal était fait. Le regard du juge sur elle était devenu glacial. Elle venait de comprendre qu'elle avait tout perdu. La troisième audience n'a été qu'une formalité. Maître Laurent a produit un bilan démontrant qu'Anna travaillait depuis 3 ans, percevait des revenus réguliers, et ne se trouvait nullement en situation de dépendance financière. De plus, elle dépensait une grande partie de mes ressources pour ses loisirs personnels, ses salons de beauté, et ses sorties au restaurant avec Maxime. Son avocat a bien tenté d'obtenir une prestation compensatoire,
mais Maître Laurent a simplement lu d'autres échanges où Anna se vantait auprès d'une amie de savoir comment me manipuler. Le jugement a été rendu une semaine plus tard. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs. Concernant le partage, Anna ne conservait que ses effets personnels, ses bijoux, et une partie du mobilier. Tout le reste, villa, voiture, entreprise et compte bancaire, me restait acquis. Aucune pension, aucune indemnité. N'ayant pas d'enfant et disposant d'un emploi, elle ne pouvait prétendre à aucun soutien financier. Je suis sorti du tribunal par une belle journée de septembre. Le ciel présentait un bleu limpide, et l'air était particulièrement frais. Je me sentais léger, débarrassé d'un poids immense que je portais sans même m'en rendre compte. Sur les marches du parvis, je l'ai aperçue. Anna était assise sur le béton froid, entourant ses genoux de ses bras. Son mascara avait coulé sur ses joues, et son costume élégant était tout froissé. Elle semblait désemparée, brisée. Maxime l'avait quittée un mois plus tôt. Je le savais grâce au détective qui me tenait informé. Dès qu'il a compris qu'elle ne toucherait rien et sortirait du divorce les mains vides, Maxime a disparu de sa vie du jour au lendemain, bloquant son numéro et supprimant tous ses profils. Seule la perspective d'un argent facile l'intéressait. Lorsque cette illusion s'est envolée, il s'est évaporé avec elle. Anna a levé la tête et m'a vu. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses lèvres tremblaient. « Max » a-t-elle murmuré d'une voix rauque, « s'il te plaît. » Je me suis arrêté à quelques pas d'elle, observant de haut cette femme qui avait été le centre de mon existence, pour laquelle j'aurais tout donné. « S'il te plaît » a-t-elle répété, « je me suis trompé, j'ai été stupide. Donne-moi une chance, nous pouvons tout recommencer. J'ai changé. » Pas moi, ai-je répondu calmement, sans colère ni triomphalisme, constatant simplement la réalité. Je suis passé à côté d'elle sans ralentir, sans me retourner, et sans éprouver la moindre de mes anciennes émotions. Dans la poche de ma veste se trouvaient les clés de mon nouvel appartement, un magnifique Penthouse au cœur de la ville, doté de baies vitrées donnant sur la Seine. Un endroit moderne, spacieux, exempt du moindre souvenir du passé. Une page blanche. Ma nouvelle vie avait débuté au moment précis où je m'étais retourné pour quitter notre maison, les fleurs et les macarons à la main, refusant de me battre pour elle et choisissant de m'en détacher. Quant à la vie qu'elle avait imaginée, faite d'aisance et de bonheur au crochet de mon argent avec Maxime, elle s'était éteinte le jour où elle a cru que j'accepterais la trahison sans réagir. La vengeance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, la plus redoutable des vengeances consiste simplement à détruire de manière méthodique, froide et parfaitement légale l'avenir qu'une personne pensait s'être construit sur le mensonge. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Le passé s'est effacé sur les marches du tribunal, et j'ai roulé sereinement vers mon avenir.